Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, au bord de la rivière Mbash, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mthatha, capitale du Transkei, dans la province de l'actuel Cap-Oriental, en Afrique du Sud. Son prénom, Rolihlahla, signifie « enlever une branche d'un arbre » ou, plus familièrement, « fauteur de troubles ». Il est issu d'une famille royale, Tembu, de l'ethnie Xhosa, qui règne sur une partie du Transkei. En effet, son arrière-grand-père paternel est Inkosi Nkoulou, c'est-à-dire roi du peuple Tembu. Le grand-père de Rolihlahla est l'un des fils de ce roi. Non éligible à la succession du trône, il porte le nom de Mandela, qui deviendra le nom de la famille. Le père de Rolihlahla, Gadla Henry Mfakaniswa, est chef du village de Mvezo. Cependant, il s'aliène les autorités coloniales qui le déchoient sa bourse de sa fonction et exile sa famille dans le village de Kounou. Malgré cela, Mfakaniswa reste un membre du conseil privé du roi et joue un rôle capital dans l'ascension du nouveau régent Jangintaba Dalindyebo au trône Tembu. Dalindyebo se souviendra de son aide en adoptant Nelson Mandela de manière informelle à la mort de son père. Le père de Mandela a 4 femmes, qui lui donnent 13 enfants. Rolihlahla Mandela est né de sa 3e femme, 3e d'après un système de classement royal complexe, Nozekeni Fani, du clan Mpemvu Xhosa. Des études génétiques ont révélé que sa mère est d'origine San, comme nombre de Xhosas, comme le soulignait le généticien Luka Cavalli-Sforza, en expliquant la forme et la couleur du visage de Mandela. Rolihlahla Mandela devient le premier membre de sa famille à fréquenter une école et son institutrice, selon une pratique courante à cette époque, lui donne le prénom de Nelson. Nelson Mandela dira « Le premier jour d'école, mon institutrice, Miss Mdengan, nous a donné à chacun un nom anglais. C'était une coutume chez les Africains à cette époque et elle était sans doute due au penchant anglais de notre éducation. Ce jour-là, Miss Mdengan me dit que mon nom était Nelson. Pourquoi elle m'a donné ce prénom en particulier ? Je n'en ai aucune idée. L'enseignement dispensé dans cette école méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine, traditionnelle et européenne. L'activité physique est importante pour lui. Il pratique, entre autres, la boxe et la course à pied, même si son niveau ne lui permet pas de participer à des compétitions. Dans son autobiographie, publiée bien plus tard, en 1984, il confie à propos de la boxe. Je n'ai jamais été un boxeur exceptionnel. J'étais dans la division des poids lourds et je n'avais pas assez de puissance pour compenser mon manque de vitesse, ni assez de vitesse pour compenser mon manque de puissance. Mais la rigueur de l'entraînement, les exigences d'une pratique sportive et ses apports le satisfont. Je passais ma colère et ma frustration sur un punching ball plutôt que de m'en prendre à un camarade ou même à un policier. Dans son enfance, Nelson Mandela pratique la lutte Nguni. Intéressé par le débat politique concernant le soutien ou la neutralité de l'Afrique du Sud dans le cadre du conflit imminent entre le Royaume-Uni et l'Allemagne nazie, il est partisan du Royaume-Uni et acclame le vice-premier ministre Jan Smuts, principal soutien politique aux Britanniques, lors de sa venue à Fort Hare pour la cérémonie de remise des diplômes. C'est en discutant avec des camarades hostiles à Smuts et aux Sud-Africains blancs qu'il découvre l'existence de l'ANC. Au cours de sa 2e année, il est désigné, malgré lui, pour occuper l'un des 6 sièges du Conseil représentatif des étudiants, en dépit du boycottage des élections auxquelles il participe. Ce conseil est organisé afin d'obtenir l'amélioration de la nourriture et une augmentation des pouvoirs du CRE. Mandela démissionne avec ses 5 camarades, mais est encore une fois réélu, malgré lui, avec ses 5 mêmes camarades. Il est le seul cette fois à de nouveau présenter sa démission. Après une discussion avec le principal de l'université de Fort Hare, il est renvoyé de l'université tout en gardant la possibilité de revenir s'il accepte de siéger au CRE, ce qu'il ne fait pas. Peu après ce départ de Fort Hare, le régent annonce à Mandela et Justice, son fils et héritier au trône, qu'il a organisé un mariage arrangé pour chacun d'eux. Les 2 jeunes hommes, mécontents de cet arrangement, choisissent de s'enfuir à Johannesburg. Nelson Mandela explique sa décision par le fait que ses idées sont alors plus avancées sur le plan social que politique, et qu'il était alors prêt, non à se révolter contre les Blancs, mais plutôt contre le système social de son propre peuple et ses coutumes traditionnelles. À son arrivée dans la capitale économique du Transvaal, Nelson Mandela trouve un emploi de garde dans une mine.
Mais son employeur annule rapidement le contrat quand il s'aperçoit que Mandela est le fils adoptif en fuite du régent. Nelson Mandela travaille ensuite comme employé dans un cabinet d'avocats grâce à ses relations avec son ami et mentor Walter Sisulu. Tout en travaillant, Nelson Mandela termine par correspondance sa licence à l'Université d'Afrique du Sud, puis commence des études de droit à l'Université du Witwatersrand, où il rencontre de nombreux futurs militants anti-apartheid. C'est en 1943 que Nelson Mandela a rejoint le Congrès national africain. L'ANC connaît alors une nouvelle vigueur, sous la direction d'Alfred Chuma. C'est la même année que Mandela se marie avec Evelyn Ntoko Mazé. En 1945, Xuma introduit pour la première fois l'exigence du suffrage universel, non racial. Un homme, une voix, dans les revendications du mouvement, évolution majeure dans la mesure où la revendication communautaire du parti passe de la simple lutte contre les discriminations raciales à une lutte plus large pour le pouvoir politique. Il doit tenir compte de l'influence croissante de la toute jeune et radicale Ligue de jeunesse de l'ANC, menée par Anton Lembede, Walter Sisulu et Oliver Tambo, à laquelle adhère Mandela, et qui incite aux actions de masse afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale, dont les dispositifs légaux sont alors en cours d'uniformisation sur l'ensemble des 4 provinces sud-africaines. Depuis la fondation de l'Union d'Afrique du Sud, en 1910, le pays connaît une inflation de législation ségrégationniste ou discriminante. De 1913 à 1942, une succession de lois interdites aux Noirs d'être propriétaires de terres en dehors des réserves indigènes existantes qui représentent 7% de la superficie totale de l'Union sud-africaine. Ce qui provoque l'expropriation de nombreux paysans indépendants noirs et la constitution d'un prolétariat agricole, puis introduit la ségrégation résidentielle permettant aux municipalités de créer des quartiers réservés aux Noirs et de limiter leur urbanisation, et ensuite supprime les Noirs des listes électorales communes de la province du Cap. Une loi agrandit ensuite les réserves indigènes existantes de 7 à 13% de la surface du pays, ôtant dans le même temps aux résidents noirs du Cap le droit d'acheter de la terre en dehors des réserves. En 1942, à la suite de plusieurs discours hostiles à l'engagement dans le second conflit mondial et officiellement dans une perspective de prévention des troubles, les grèves des travailleurs noirs sont déclarées illégales au titre de l'effort de guerre. Aux élections générales de 1948, la victoire inattendue du Parti national, parti alors exclusivement afrikaner, entraîne la mise en place d'une nouvelle politique de ségrégation connue sous le nom d'apartheid. Dans ce système, le rattachement territorial, puis la nationalité et le statut social dépendent du statut racial de l'individu, défavorisant largement la population noire et interdisant les mariages mixtes. De son côté, la Ligue de jeunesse de l'ANC se montre déterminée. En interne, elle parvient à faire écarter Alfred Zuma, jugé trop modéré, pour imposer James Moroka et préparer une grande campagne de défiance. En 1951, Olivier Tambo et Nelson Mandela sont les 2 premiers avocats noirs de Johannesburg. En 1952, Nelson Mandela est élu président de l'ANC du Transvaal et vice-président national. Il mène avec l'ANC la campagne de désobéissance civile contre les lois considérées comme injustes, campagne qui culmine dans une manifestation le 6 avril 1952, date du 300e anniversaire de la fondation du Cap et de la première installation de Blancs en Afrique du Sud. Sur les 10 000 manifestants, 8 500 sont arrêtés, y compris Nelson Mandela. La campagne continue en octobre avec des manifestations contre les lois de ségrégation et contre le port obligatoire de laissez-passer pour les Noirs. Le gouvernement Malan modifie alors la loi sur la sécurité publique, la Public Safety Act de 1953, pour autoriser le pouvoir à suspendre les libertés individuelles, à proclamer l'état d'urgence et à gouverner par décret. Mandela est condamné à 9 mois de prison avec sursis, se voit interdire toute réunion et est placé en résidence surveillée chez lui à Johannesburg. Il utilise cette situation pour organiser l'ANC en cellule clandestine. Cette campagne de résistance passive, qui prend fin en avril 1953, permet à l'ANC de gagner en crédibilité passant de 7 000 à 10 000 adhérents. Son option non raciale lui permet de s'ouvrir aux Indiens et aux communistes blancs, mais les métis restent plus circonspects.
Quand James Moroka tente de plaider la conciliation avec le gouvernement, il est renversé par la Ligue des jeunes du parti, qui impose alors Albert Lutuli à la tête de l'ANC. En 1955 a lieu le Congrès du peuple, qui adopte la Charte de la liberté, donnant les bases du mouvement anti-apartheid. Pendant cette période, Nelson Mandela et son ami Oliver Tambo dirigent le cabinet d'avocats Mandela & Tambo, qui fournit un conseil juridique gratuit ou à bas coût pour les nombreux Noirs qui ne peuvent payer les frais d'avocat. Nelson Mandela assouplit son fort anticommunisme chrétien pour demander l'union entre les nationalistes noirs et les blancs du Parti communiste sud-africain dans le combat contre l'apartheid. Le Suppression Communist Act du gouvernement, qui considère comme communiste quiconque, cherche à provoquer un changement politique, industriel, économique ou social par des moyens illégaux, alors qu'il n'existe aucune possibilité pour les Noirs, hormis le système judiciaire, de lutter contre l'apartheid, contraint tous les courants allant du nationalisme au révolutionnaire à s'unir. Au niveau du pouvoir législatif, seul le Parti uni, représentant l'opposition blanche et les métis, et le Parti libéral de Margaret Ballinger essaient de lutter contre l'apartheid. Alors qu'ils sont engagés dans une résistance pacifique, Nelson Mandela et 156 autres personnes sont arrêtés le 5 décembre 1956 et accusés de trahison. Un procès marathon qui dure de 1957 à 1961 s'ensuit, où tous les prévenus, aidés notamment par des fonds internationaux, exploitent toutes les imprécisions de la législation et sont finalement progressivement relâchés, puis finalement acquittés par la justice sud-africaine. En 1957, Nelson Mandela divorce, puis épouse, en 1958, Winnie Madikizela Mandela. De 1952 à 1959, des militants noirs d'un type nouveau, connus sous le nom d'africanistes, troublent les activités de l'ANC dans les townships, demandant une action plus drastique contre la politique du gouvernement. La direction de l'ANC, qui comprend Albert Lutuli, Oliver Tambo et Walter Sisulu, pense que non seulement les africanistes veulent aller trop vite, mais aussi qu'ils remettent en question leur autorité. L'ANC renforce donc sa position en faisant des alliances avec des petits partis politiques blancs, coloreds et indiens, dans une tentative d'apparaître plus rassembleur que les africanistes. En 1959, l'ANC perd son plus grand soutien militant, quand la plupart des africanistes, qui ont l'aide financière du Ghana et le soutien politique des Bazotos, font sécession pour former le Congrès panafricain, PAS, sous la direction de Robert Sobukwe. Le 21 mars 1960 a lieu le massacre de Sharpeville, un township de Vereeniging, dans le sud du Transvaal. Lors d'une manifestation du Congrès panafricain contre l'extension aux femmes du passeport intérieur, que les hommes noirs sont obligés de porter constamment sur eux, sous peine d'être arrêtés ou déportés, une soixantaine de policiers, sur un effectif total de 300 hommes retranchés dans un local de la police et appuyés par des véhicules blindés, tirent sans sommation sur une foule d'environ 5000 personnes, dont seuls 300 sont encore à proximité des policiers, le reste de la foule ayant commencé à se disperser. Il y a 69 morts, dont 8 femmes et 10 enfants, ainsi que 180 blessés, dont 31 femmes et 19 enfants. La majorité des blessures par balle sont faites dans le dos sur une foule en fuite et non armée. Selon les policiers, les tirs ont été dus à la panique et à l'inexpérience, à la suite de jets de pierre. Mais la commission de vérité et de réconciliation, mise en place par Mandela en 1995 après la fin de l'apartheid, a conclu que les tirs étaient délibérés. Le gouvernement déclare l'état d'urgence face aux manifestations qui s'ensuivent et interdit l'ANC et le PAC, dont les dirigeants sont emprisonnés ou assignés à résidence. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le 1er avril la résolution 134, qui condamne le massacre et invite le gouvernement sud-africain à abandonner ses politiques d'apartheid et de ségrégation raciale. Albert Lutuli, le président de l'ANC, obtient le prix Nobel de la paix la même année. La stratégie non violente de l'ANC est alors abandonnée par Nelson Mandela, qui fonde en 1961 Umkhonto we Sizwe, branche militaire prônant l'action armée. En mai 1961, il lance avec succès une grève générale où les grévistes restent à leur domicile, obligeant le gouvernement à faire intervenir la police et l'armée
Il écrit et signe un plan de passage graduel à la lutte armée. Il coordonne des campagnes de sabotage contre des cibles symboliques, préparant des plans pour une possible guérilla si les sabotages ne suffisaient pas à mettre fin à l'apartheid. Nelson Mandela décrit le passage à la lutte armée comme un dernier recours. L'augmentation de la répression, les violences policières et de l'État le convainquent que des années de lutte non violente contre l'apartheid n'ont apporté aucune avancée. Nelson Mandela favorise le sabotage, qui n'entraîne aucune perte en vie humaine et ménage les meilleures chances aux relations interraciales, avant de s'engager dans la guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. Un membre de l'ANC, Wolfie Kadesh, explique la campagne de sabotage à la bombe menée par Mandela. Faire exploser des lieux symboliques de l'apartheid, comme des bureaux du passeport interne, la cour de justice pour natifs, et des choses comme ça. Des bureaux de poste et des bureaux du gouvernement, mais nous devions le faire d'une façon telle que personne ne fût ni blessé ni tué. Mandela dira de Kadesh. Sa connaissance de la guerre et son expérience de première main du combat m'ont été extrêmement précieuses. Entre 1961 et 1963, quelques 190 attaques armées sont répertoriées, principalement à Johannesburg, à Durban et au Cap. En 1962, il quitte l'Afrique du Sud pour la première fois avec le soutien du président tanzanien Julius Nyerere. Il entreprend une tournée continentale pour établir des contacts extérieurs et obtenir le soutien des gouvernements africains dans la lutte armée contre Pretoria. Outre la Tanzanie, il voyage au Ghana et au Nigeria, où fonctionnaient déjà d'importantes sections de l'ANC. Il rencontre le dirigeant nationaliste zambien Kenneth Kaunda, puis, admirateur de Nasser, se rend en Égypte pour s'imprégner des réformes en cours. Au Maroc et en Tunisie, il rencontre de nombreux combattants anticolonialistes de tout le continent et part visiter une unité sur le front algérien, estimant que la situation algérienne est celle qui se rapproche le plus de celle de son pays. Enfin, il effectue une série de voyages en Guinée, au Sénégal, au Libéria, au Mali et au Sierra Leone pour procurer des armes à l'ANC. Mandela organise l'entraînement paramilitaire du groupe. Il insiste également sur la formation politique des nouvelles recrues, expliquant que la révolution ne consiste pas seulement à appuyer sur la détente d'un fusil. Son but est de créer une société honnête et juste. Il suit une formation militaire en Algérie, nouvellement indépendante, depuis 1962, et étudie Karl von Clausewitz, Mao Zedong, Che Guevara et les spécialistes de la Seconde Guerre des Boers. En raison de cet engagement militaire et de la qualification de l'ANC comme organisation terroriste, Nelson Mandela, ainsi que plusieurs autres responsables politiques de l'ANC, ne pourront entrer aux États-Unis sans visas spéciaux jusqu'au 1er juillet 2008. C'est en effet depuis la présidence de Ronald Reagan en 1986, pendant la guerre froide, que les responsables politiques de l'ANC sont inscrits sur la liste noire américaine du terrorisme, George W. Bush ayant officiellement rayé les membres de l'ANC de cette base de données en juillet 2008. Le gouvernement du Royaume-Uni suit la même ligne que les États-Unis à l'égard de l'ANC et de Nelson Mandela. Le Premier ministre, Margaret Thatcher, déclare à propos d'un concert en 1987, « L'ANC est une organisation terroriste typique. Quiconque pense qu'elle va gouverner en Afrique du Sud n'a pas les pieds sur terre. » Les déclarations de certains membres du Parlement, appartenant eux aussi au Parti conservateur, vont également dans ce sens. Ainsi Terry Dix, « Combien de temps encore le Premier ministre laissera-t-il un terroriste noir lui cracher au visage ?» Ou encore, dans les années 1980, Teddy Taylor, « On devrait descendre Nelson Mandela. » Le 5 août 1962, Nelson Mandela est arrêté après 17 mois de clandestinité et est emprisonné au fort de Johannesburg. Son arrestation a été rendue possible par des informations communiquées par la CIA à ses homologues sud-africains sur la cachette et le déguisement de Mandela en chauffeur de voiture, en échange de la libération de l'un de ses agents infiltrés, alors détenu par la police sud-africaine. Mandela est en effet considéré par ces organisations comme terroriste et communiste, dans le contexte de guerre froide, où l'idéologie de l'apartheid s'affichait comme ligne de défense de l'Occident, très dépendant des minéraux et métaux dont l'Afrique du Sud, gardienne de la route maritime du Cap,
est l'un des principaux producteurs mondiaux du monde libre. 3 jours après son arrestation, Nelson Mandela est accusé officiellement d'avoir organisé une grève en 1961 et d'avoir quitté le pays illégalement. Le 25 octobre, il est condamné à 5 ans de prison. Alors qu'il purge sa peine, la police arrête plusieurs dirigeants de l'ANC à Rivonia, au nord de Johannesburg, où est situé le quartier général de la direction d'Umkhonto we Sizwe, le 11 juillet 1963. Parmi les 11 personnes arrêtées, figurent Walter Sisulu et Govan Mbeki. Nelson Mandela est lui aussi mis en cause, et, avec ses compagnons, il est accusé par le ministère public de 4 sabotages, de trahison, de lien avec le Parti communiste sud-africain, mais aussi de comploter une invasion du pays par l'étranger, ce que Mandela dément. Le procès de Rivonia débute le 9 octobre 1963 devant la haute cour de Pretoria, présidée par Quartus de Wet, un juge afrikaner nommé sous le gouvernement Smuts du Parti uni. À ce titre, il est considéré par Mandela et les siens comme indépendant du gouvernement Verwoerd. Durant le procès, à l'aide des documents saisis à Rivonia, le procureur détaille les commandes d'armes, les liens entre l'ANC et le Parti communiste et les plans destinés à renverser le gouvernement. Dans sa déclaration pour sa défense, le 20 avril 1964, devant la Cour suprême de l'Afrique du Sud à Pretoria, Nelson Mandela expose le raisonnement qu'il a fait recourir à la violence comme tactique. Il révèle comment l'ANC a utilisé des méthodes pacifiques pour résister à l'apartheid pendant des années, jusqu'au massacre de Sharpeville, la déclaration d'état d'urgence et l'interdiction de l'ANC par le gouvernement, qui leur a montré que leur seul choix était de résister à travers des actes de sabotage. Agir autrement aurait été pour eux pareil à une capitulation sans condition. Nelson Mandela explique comment ils ont écrit le manifeste du Umkhonto we Sizwe, avec l'intention de démontrer l'échec des politiques du Parti national quand l'économie serait menacée par le manque de volonté des étrangers à risquer des investissements dans le pays. Il finit sa déclaration, reproduite intégralement dans le Rand Daily Mail, le grand quotidien progressiste anglophone de Johannesburg, par ces mots. Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais, si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Les accusés sont jugés coupables de sédition le 11 juin 1964 et condamnés à la détention à perpétuité le 12 juin, à l'exception de Lionel Bernstein qui est acquitté. Si Mandela et la majorité de ses compagnons sont reconnus coupables des 4 chefs d'accusation, ils échappent à la peine de mort dont ils étaient bipassibles, parce que le juge n'estime pas prouver l'intervention étrangère invoquée par le ministère public. Selon des sources de l'ANC, d'historiens, de journalistes ou de juristes, la pression internationale a également influencé le verdict, ce que pense également Oliver Tambo à Londres, mais ce que ne relèvent pas d'autres historiens traitant du procès de Rivonia. Pour Nelson Mandela, si le ministre de la Justice John Vorster souhaitait bien qu'il soit condamné à mort, le juge avait pour sa part peut-être été influencé par les protestations internationales, comme celle du syndicat des dockers, qui avait menacé de ne plus charger les marchandises pour l'Afrique du Sud, ou par les protestations d'une 50aine de membres du Congrès américain et du Parlement britannique. Le fait qu'aucune action de guérilla n'avait débuté et que l'ANC et MK avaient été considérés comme des entités séparées par le juge aurait été aussi, selon l'analyse de Mandela, une raison de la clémence relative du verdict. Le Premier ministre Hendrik Verwoerd déclara devant le Parlement sud-africain qu'aucune protestation de quelque origine qu'elle fût n'avait influencé le jugement, et encore moins la lettre et les télégrammes que lui-même avait reçus de Léonid Brejnev et des pays socialistes, lesquels avaient, selon sa déclaration, fini à la poubelle. Juste avant le verdict, Alan Paton, chef du Parti libéral, avait déposé auprès du juge de Wet une requête d'indulgence. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne le procès de Rivonia et commence à s'engager vers la recommandation de sanctions internationales contre l'Afrique du Sud.
La résolution 181 d'août 1963 du Conseil de sécurité de l'ONU condamnait l'apartheid et demandait à tous les États d'arrêter volontairement leur vente d'armes à l'Afrique du Sud. Mais cette demande n'est jamais contraignante avant la résolution 418 du 4 novembre 1977 imposant un embargo sur les ventes d'armes. Une pétition internationale recueillit les signatures de 143 personnalités appelant la communauté internationale à dénoncer non seulement les arrestations, mais les législations de l'apartheid. En 1964, la résistance se retrouve décapitée. Les attaques armées de MK en territoire sud-africain cessent et ne reprendront véritablement qu'en 1976. Tandis que les pays du Commonwealth prennent leur distance, le gouvernement sud-africain, loin d'être sanctionné, profite des années de prospérité économique pour encourager l'immigration européenne et développer son industrie et son armement avec l'Allemagne et la France, avec le soutien des États-Unis au nom de la lutte contre le communisme. Verwoerd intensifie l'application de sa politique de séparation forcée en procédant à de nombreuses expulsions de populations noires vers les zones qui leur sont attribuées afin que de bonnes terres soient développées ou habitées par les Blancs. Un système de contrat oblige les salariés noirs de l'industrie à vivre dans des résidences dortoirs au sein des townships, loin de leurs familles demeurées en zone rurale. Les conséquences pour ces populations sont souvent catastrophiques au niveau social, tandis que la population carcérale atteint 100 000 personnes, un des taux les plus élevés au monde. Entre 1960 et 1980, ce sont plus de 3,5 millions de paysans noirs qui sont dépossédés de leurs terres sans aucun dédommagement, pour devenir un réservoir de main-d'œuvre bon marché et ne plus être des concurrents pour les fermiers blancs. En 1964, Nelson Mandela est emprisonné sous le numéro de matricule 46664 dans l'île-prison de Robben Island, où il reste 18 de ses 27 années de prison. En prison, sa notoriété s'étend au niveau international. Sur l'île, il effectue des travaux forcés dans une carrière de chaux. Les prisonniers y sont victimes de kératite, due à la poussière et à la lumière. Mandela doit d'ailleurs plus tard se faire opérer de ce fait du canal lacrymonasal. Les prisonniers échangent néanmoins leurs connaissances dans ce qui devient l'Université Mandela, parlant aussi bien de politique que de William Shakespeare. Nelson Mandela, récitant et enseignant le poème Invictus, invaincu, de William Ernest Henley, afin de les encourager. Quand ils ne vont pas à la carrière, Mandela et les autres détenus cassent des cailloux dans une des cours de la prison avec des cadences éprouvantes. Les conditions de vie dans la prison sont très rudes. Les prisonniers sont séparés selon leur couleur de peau, les prisonniers noirs recevant les plus petites rations. Les prisonniers politiques, dont fait partie Nelson Mandela, sont séparés des criminels de droit commun et ont encore moins de droits. Mandela étant un prisonnier de classe D, la plus basse classe, il n'a droit qu'à un visiteur et une lettre tous les 6 mois. Cette lettre a souvent été retardée durant une longue période et rendue illisible par la censure de la prison. Il se lave avec de l'eau de mer froide et dort dans une cellule minuscule. Pendant une période de sa captivité, tous les jeudis, les gardiens blancs demandent à Mandela et d'autres prisonniers noirs de creuser une tranchée d'1,80 m de profondeur. Lorsqu'elle est terminée, les gardiens demandent aux prisonniers de descendre dans la tranchée, puis ils leur urinent dessus, avant de leur demander de reboucher la tranchée et de retourner en cellule. Mais si Robben Island est un lieu pour briser la volonté des prisonniers, celle de Mandela semble se renforcer dans la détention. Selon le témoignage d'Ahmed Kathrada, un de ses codétenus, Mandela n'accepte aucun traitement de faveur, que ce soit pour le travail ou les vêtements, et mène toutes les actions de contestation avec les autres prisonniers, dont des grèves de la faim. Il refuse par exemple d'appeler les gardes sous le nom de Baas, patron, comme il l'exige. Même soumis aux travaux forcés, il s'oblige à conserver une pratique sportive. Il court sur place dans sa cellule pendant 45 minutes, effectue une centaine de pompes, des abdos, des flexions profondes des genoux et des exercices de gymnastique appris lors de ses entraînements, encore étudiant, en salle de boxe. Alors que beaucoup de prisonniers, les plus militants du Congrès panafricain d'Azani, refusent de parler ou même regarder les gardiens, Mandela essaie d'analyser la situation et perçoit que les Afrikaners sont surtout dirigés par la peur que la majorité noire refuse de partager le pouvoir et fasse d'eux et de leurs familles les victimes d'une révolution sanglante. Nelson Mandela
profite de ces années pour apprendre l'histoire des Afrikaners et leur langue, l'Afrikaans, afin de comprendre notamment leur mentalité et d'établir un véritable dialogue avec eux. Défiant le point de vue de l'ANC, qui considérait alors le pouvoir afrikaner comme une version moderne du colonialisme européen, il en vient lui-même à estimer et déclarer que l'Afrikaner est un Africain au même titre que n'importe lequel de ses codétenus noirs, songeant que, à leur place et dans d'autres circonstances, il aurait pu avoir la même vue sur l'apartheid. Cette compréhension des Afrikaners lui donne l'esprit de réconciliation nécessaire aux futures négociations. Dans ses mémoires, publiés en 1981, l'agent secret Gordon Winter dévoile son implication dans un complot pour faire évader Mandela en 1969. Le groupe des comploteurs avait été infiltré par Winter pour le compte du gouvernement sud-africain. Celui-ci voulait que Mandela s'échappe pour qu'il puisse ensuite être abattu pendant la poursuite. Le complot avait été déjoué par les services secrets britanniques. En 1971, au bout de 7 ans, Mandela quitte la carrière de Shaw et est transféré au ramassage du guano. Le 6 décembre de la même année, l'Assemblée générale des Nations unies, en séance plénière, déclare l'apartheid crime contre l'humanité. Au début de l'année 1976, il reçoit pour la première fois la visite d'un membre du gouvernement sud-africain. Le ministre des prisons, Jimmy Kruger, vient lui proposer une libération à condition qu'il se fixe au Transkei, alors dirigé par Kaiser Matanzima, neveu de Mandela, condamné par celui-ci pour son soutien passif à l'apartheid. Mandela refuse, fait part de ses revendications et pose la question de sa libération en invoquant au passage l'histoire de plusieurs héros de la cause nationaliste afrikaner, un temps eux-mêmes condamnés pour haute trahison, puis finalement rapidement graciés. Il décline même toute rencontre avec Matanzima de peur que cela légitime les Bantoustans auprès de la communauté internationale.